Je vais vous présenter les données de pression sur l'hydrologie dans l'état des lieux du bassin et notamment quelles sont les méthodes et les hypothèses qui ont été utilisées pour la construction de cet état des lieux, précisément sur les données de prélèvement, enfin de pression sur l'hydrologie. Alors, juste petite recontextualisation habituelle, l'état des lieux, c'est bien le document qui fait le diagnostic du bassin Loire-Bretagne, donc sur plusieurs critères et notamment sur l'hydrologie, et qui permet, à partir de ce diagnostic, de construire la politique, la stratégie de gestion proposée dans le stage. Donc, comme je vous l'ai dit, l'état des lieux se porte notamment sur la pression sur l'hydrologie et donc permet, au sein de l'état des lieux, on évalue le risque sur l'hydrologie. Le risque sur l'hydrologie, pour pouvoir l'évaluer, il faut quantifier la pression sur l'hydrologie. Et cette quantification nécessite à la fois la quantification de la ressource disponible, c'est ce qu'on a vu dans le module précédent, dans le module hydrologie. Et puis, elle nécessite aussi la quantification des prélèvements, et c'est ce qu'on voit dans ce module usage, et que je vais détailler donc, dans cette présentation. La logique étant toujours de déterminer la pression de prélèvement par rapport à la ressource disponible, mais dans un objectif de gestion structurelle. C'est important puisque ça détermine la période et de prélèvement qui va être considérée. Et donc, en fait, dans le cadre de l'état des lieux du SDAGE, concernant la ressource, comme je vous l'avais présenté, on considère le débit d'étiage, donc un QMNA5 qui va être interpolé sur chaque exutoire de masse d'eau. Et pour les prélèvements, on va considérer une année moyenne, la plus récente disponible. Et donc, à l'échelle du bassin, l'année moyenne pour laquelle les prélèvements ne sont pas particulièrement importants ou particulièrement faibles, c'est l'année 2013 qui est pris en compte. Le calcul, donc, au niveau de l'état des lieux et de la pression sur l'hydrologie, il se fait pour chaque masse d'eau, souterraine ou superficielle, dans le respect du guide méthodologique national, hein, c'est quand même un cadre contraint, avec quelques spécificités pour le bassin Loire-Bretagne, puisqu'on a agrémenté, dans le cadre de l'état des lieux Loire-Bretagne, avec l'estimation de la pression abreuvement des animaux, le calcul de la pression hivernale et le calcul de la pression en nappe alluviale. Dans cette présentation, je m'axe essentiellement, enfin même quasiment exclusivement, à la pression sur les masses d'eau superficielles et sur la période d'étiage. Les hypothèses, donc, des hypothèses vont être formulées à l'échelle du bassin pour chacun des usages, et c'est ce que je vais vous détailler. Donc d'abord, on a des hypothèses à poser par rapport à la nature de la ressource prélevée. En effet, qu'on prélève sur une ressource superficielle ou souterraine, ça ne va pas avoir le même impact. Les prélèvements sur une ressource superficielle vont avoir un impact direct sur le débit du cours d'eau qui ne va pas être différé dans le temps. Tandis que sur des ressources souterraines, eh bien, on peut avoir un impact indirect, on a un impact indirect sur le débit du cours d'eau qui est potentiellement différé dans le temps selon la relation nappe-rivière. Et donc, pour les trois types de prélèvements que j'ai encadrés en rouge, donc les volumes évaporés par les plans d'eau, les volumes à usage anthropique et les volumes à usage anthropique prélevés en surface ou en nappe libre, on a pour ces trois types de prélèvements un fort impact sur les débits d'étiage. Et c'est donc ces trois types de prélèvements qui vont être pris en compte dans le calcul de la pression sur les masses d'eau superficielles, avec quand même une pondération, puisque c'est 100% des prélèvements qui vont être pris en compte en considérant les prélèvements en cours d'eau, et 80% des prélèvements en nappe libre qui sont retenus dans le calcul de la pression. Donc, quelles sont les données prélèvements qui sont utilisées dans le cadre de l'état des lieux? On utilise nos données internes, je dirais, avec la base redevance annuelle de l'Agence de l'eau. Donc, vous avez une cartographie des points disponibles. On a 27 000 points disponibles pour lesquels on dispose de la géolocalisation, du type d'usage,
de la nature de la ressource captée et du code masse d'eau. Évidemment, comme toute base de données, je dirais, il y a des erreurs, des sources d'erreurs possibles, avec des fois, parfois une attribution qui peut être erronée au niveau de la géolocalisation. Au niveau de la masse d'eau concernée, on peut avoir aussi une erreur liée à la profondeur du captage qui peut être erronée ou inconnue dans les données disponibles. Et puis, le découpage des masses d'eau peut être, la superposition des points de prélèvement et du découpage des masses d'eau peut faire que sur certains points, on est sur la précision du trait et les points de captage peuvent être attribués à une mauvaise masse d'eau. Donc, ce sont des données qui sont quand même analysées et corrigées, mais si vous observez des erreurs, n'hésitez pas à les faire remonter à l'avance. Pour chacun des volumes prélevés à usage anthropique, on a un impact différent selon le type d'usage. Alors déjà, il faut faire la différence entre volume prélevé et ce que nous, on appelle le débit consommé sur le milieu à l'étiage. Ça revient un petit peu à ce qu'on a évoqué tout à l'heure entre les volumes prélevés et les prélèvements bruts et les prélèvements nets. Et donc, le débit consommé à l'étiage, c'est bien ce qui va impacter le cours d'eau. Si je prends l'exemple d'un prélèvement AEP, si on considère qu'on a 100 000 m3 de prélevés dans une masse d'eau, on sait qu'on a un fort coefficient de restitution via la station d'épuration. Et donc, pour l'eau potable, on va considérer qu'on a seulement 20% du volume prélevé qui est réellement consommé sur le milieu. Donc, vous pouvez lire en vert, sur la ligne en vert, les différents coefficients de consommation qui sont pris en compte dans le cadre de l'état des lieux pour les différents usages. Concernant les centrales, j'ai mis une moyenne de 30% parce qu'en fait, sur les centrales, on dispose du volume prélevé et rejeté sur chaque point. Donc là, on attribue réellement les volumes et on n'utilise pas une hypothèse pour ces prélèvements. Je parlais donc du débit consommé et non du volume prélevé, mais aussi sur le milieu à l'étiage. Et cette notion, elle est importante puisque comme on calcule la pression sur le milieu à l'étiage, il faut évaluer le prélèvement à l'étiage. Et comme je vous l'ai dit, notre base de redevance prélèvement, elle est annuelle, donc on a des volumes annuels. Et il faut donc cibler quelle part de ces volumes annuels va être prélevée à l'étiage. Et pour ça, on pose donc les hypothèses que vous pouvez lire en rouge. Et donc, pour la plupart des usages, on considère que les prélèvements sont répartis de manière uniforme toute l'année sur 365 jours. Donc, pour les prélèvements à l'étiage, on va diviser le volume annuel par 365 et le multiplier par la durée de la période d'étiage. Concernant l'irrigation, on fait l'hypothèse à l'échelle du bassin que le volume annuel prélevé pour l'irrigation est prélevé uniquement sur la période d'étiage, donc sur les 90 jours considérés. Je vous ai parlé des sources de données. Donc, pour les refroidissements, enfin les données des centrales, l'AEP, l'industrie, l'irrigation, on a des données redevances. Pour l'abreuvement, eh bien, là, on n'a pas de données, comme ça a été présenté au niveau de l'étude de la DREAL Bretagne. Et donc, on fait, nous aussi, une estimation. Alors, une estimation qui reste une estimation à l'échelle bassin que je vais vous détailler par la suite. Juste pour repréciser du coup la différence entre les volumes annuels, les prélèvements annuels bruts par usage et le volume moyen consommé sur le milieu à l'étiage, c'est bien illustré sur ces deux graphiques puisqu'on voit sur les prélèvements annuels bruts à l'échelle du bassin qu'on a vraiment une forte prédominance des volumes prélevés pour les centrales électriques et pour l'eau potable. Mais quand on ramène ça en utilisant les hypothèses présentées sur la diapo précédente, un volume moyen consommé à l'étiage, on voit que les rapports s'inversent et que l'irrigation devient effectivement le prélèvement majoritaire à l'échelle basse. Donc ces hypothèses, elles impactent évidemment l'évaluation de la pression et elles sont
à affiner dans le cadre des études HMUC, puisque nous, on travaille au niveau de l'état des lieux à l'échelle bassin, avec des moyennes assez globales. On a vu dans la présentation précédente qu'on avait déjà affiné fortement certaines hypothèses par rapport à l'état des lieux. Et puis après, localement, dans le cas des HMUC, les hypothèses prises à l'échelle régionale peuvent encore être affinées. Notamment les volumes, la répartition annuelle des volumes prélevés. Et puis, si je prends le sujet de l'eau potable, effectivement, dans le cadre de l'état des lieux, on a considéré un coefficient de consommation de 20%, mais ce qui signifie qu'en fait, on ne prend pas en compte les données des rejets aux stations d'épuration. On considère qu'on a un prélèvement, un rejet, je dirais un retour au milieu qui est situé sur la même masse d'eau, au même point de au niveau du point de prélèvement AEP. Et on a vu que dans le cas, notamment sur le littoral breton et puis dans des zones où on aura des grands transferts AEP, le rejet eau usée ne se fait pas sur la même masse d'eau AEP. Et donc, on peut avoir, par ce fait-là, un biais sur l'évaluation de la pression. Ce sont des choses à affiner dans le cadre d'études plus locales. Je fais donc le petit focus sur la méthode d'estimation des volumes d'abreuvement. Donc, ce sont des volumes qui sont effectivement non comptabilisés, mais dont on a suspecté qu'il y ait une importance qui soit non négligeable. Donc, on a déterminé une méthodologie à l'échelle bassin pour les prendre en compte. Donc, cette méthodologie, en fait, elle se fait sur le calcul des UGB par masse d'eau, qu'elle soit superficielle ou souterraine. La bibliographie qui a été faite a permis d'estimer un volume consommé par type d'animaux avec un volume moyen retenu de 40 litres par jour par UGB. Alors, c'est un volume qui intègre à la fois l'abreuvement et les nettoyages, etc. C'est un volume très intégrateur. Je sais que dans certaines études, ça a été dissocié, dans certaines études locales. Et puis, il a fallu estimer, comme ça a été fait au niveau de la DTM 22, mais certainement avec un peu moins de précision, la répartition entre le prélèvement sur le réseau AEP et dans le milieu et la répartition au souterrain, haute surface, avec les hypothèses qui ont été retenues dans le cadre de l'état des lieux qui sont présentées, donc 60% sur le milieu contre 40% de prélèvement sur le réseau, et une estimation d'un ratio 60% en masse d'eau souterraine, 40% en masse d'eau de surface. Le tout, comme je vous l'avais dit, réparti de façon homogène tout au long de l'année. Voilà pour la méthode d'abreuvement. Et puis, je vais maintenant passer à la deuxième source de prélèvement, je dirais, qui est un peu différente, puisque ce n'est pas un prélèvement à usage anthropique, mais l'interception des flux par les plans d'eau, qui est aussi évaluée et qui impacte fortement les prélèvements, enfin, le débit consommé sur le milieu à l'étiage pour les masses d'eau superficielles. Donc, les plans d'eau à l'échelle du bassin, c'est quand même 300 000 objets dans la BD Topo. On en a retenu 200 000 au niveau de l'état des lieux, puisqu'on a supprimé notamment les lagunes de steppe, les plans d'eau naturels et les grands ouvrages tels que les grands barrages ou les grandes retenues eau potable qui réalisent un soutien d'étiage. Et donc, vous voyez sur cette carte qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus fortement impactées que d'autres. Et pour la Bretagne, l'est de la région est plus impacté que l'ouest. En fait, cette interception des flux, elle est considérée comme un prélèvement, puisque l'évaporation estivale va être considérée comme un manque à gagner pour le cours d'eau en période d'étiage. Et le débit, donc calculé pour évaporer pour chaque masse d'eau superficielle, est calculé à partir de la surface de plan d'eau identifiée pour chaque masse d'eau dans la BD Topo, croisée à la lame d'eau évaporée. Alors, la lame d'eau évaporée, elle est issue d'une donnée Météo France. On a retenu la donnée lac d'évaporation pour les lacs de Météo France, qui est disponible sur différents points et qu'on a réinterpolé pour définir une donnée sur chaque secteur géographique. Voilà. Ça nous donne, en croisant ces deux données, un débit évaporé par masse d'eau
je réponds en partie à la question de Jean-Philippe Vidal tout à l'heure, puisque à l'échelle du bassin, la moyenne des données qu'on a constatées nous donne un débit d'évaporation moyen journalier de 5 litres par seconde par hectare. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre source d'information au niveau de l'OFB, mais au niveau de l'agence, c'est bien cette valeur qu'on retrouve en moyenne sur le bassin. Donc, voilà comment on calcule au niveau de l'état des lieux le taux d'évaporation, donc le débit évaporé rapporté au débit d'étiage. Après, sur ce sujet en particulier, je vais rentrer un peu plus dans le détail puisqu'il y a plusieurs questions qui nous sont remontées concernant cette évaluation. Pardon. Et donc, les 3 questions principales que j'ai souhaité développer ici, c'est d'abord eh bien, les plans d'eau se remplissant en hiver. Est-ce que finalement l'évaporation estivale des plans d'eau ne mobilise pas une eau qui serait plutôt stockée sur la ressource hivernale et pas sur le cours d'eau? Deuxième question qu'on a pu voir remonter, c'est pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte dans le cadre de l'état des lieux l'évapotranspiration d'une surface végétalisée équivalente à la surface du plan d'eau et auquel cas on pourrait parler de surévaporation du plan d'eau? Et la troisième question, c'est question remarque qu'on a eue, c'est le débit sortant ne pouvant être supérieur au débit entrant, est-ce qu'on ne surestime pas, dans certains cas, l'impact des plans d'eau? Et donc, je vais essayer de vous éclairer sur ces petites questions dans ma présentation. Donc, la première, l'évaporation estivale des plans d'eau ne mobilise-t-elle pas une eau stockée sur la ressource hivernale? Pour essayer de répondre, en fait, on va considérer 2 cas théoriques. Le cas où un plan d'eau, enfin 2 cas un peu extrêmes, le cas où un plan d'eau serait toujours plein. Effectivement, si le plan d'eau il est toujours plein, il se remplit en hiver. Et je dirais que ce volume qui a été stocké en hiver n'est plus sollicité. Et donc, l'évaporation se fait uniquement sur le débit du cours d'eau. On va donc avoir un débit sortant qui va être impacté, inférieur au débit entrant, et c'est bien le débit du cours d'eau qui est impacté par l'évaporation. L'autre cas complètement extrême, ce serait de dire on a un plan d'eau qui restitue parfaitement en aval le débit entrant, et donc le cours d'eau ne sera pas impacté par l'évaporation, mais l'évaporation va bien solliciter le volume qui va avoir été stocké en hiver dans le plan d'eau. Dans la réalité, je pense qu'on n'est pas complètement ou rarement en tout cas dans un cas ou dans l'autre, puisque ce sont là, je pense, 2 cas assez extrêmes, et on est entre les deux, sauf qu'on manque de données à l'échelle bassin, en tout cas, pour savoir où est-ce qu'on se situe. Il faudrait avoir des données vraiment précises de mesure de débit en entrée et en sortie des plans d'eau. Et donc, dans le cadre de l'état des lieux, on a considéré le premier cas que je vous ai présenté, qui est le cas le plus impactant pour les plans d'eau, pour le milieu. Quel cas le plus impactant pour le milieu? Deuxième question qu'on avait, pourquoi on ne prend pas en compte l'évapotranspiration de la surface végétalisée équivalente à la surface du plan? Alors, je ne vais pas revenir sur tout le cycle hydrologique, mais juste pour considérer, voilà, en hiver, on sait qu'on a des précipitations, on a une infiltration qui alimente la nappe, et puis le ruissellement qui alimente directement le cours d'eau, avec aussi un paramètre de restitution. À l'étiage, l'infiltration et la restitution ont tendance à être minimales, puisque la majeure partie des précipitations sont reprises par l'évapotranspiration, et les cours d'eau vont être majoritairement alimentés par restitution des nappes vers les cours d'eau. Si on barre notre cours d'eau d'un plan d'eau, on va donc avoir disparition de l'évapotranspiration, mais aussi de la restitution, puisqu'on a étanchéifié le fond du cours d'eau. Par contre, on a apparition du terme d'évaporation proportionnel à l'augmentation de la surface en eau. Nous, c'est uniquement ce terme-là qu'on va prendre en compte, parce que imaginons qu'on supprime notre plan d'eau, on va effectivement avoir au niveau de la surface considérée une évapotranspiration au niveau des berges, des plantes qui se situeraient, de la végétation qui se situerait sur cette surface. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ma petite plante qui est là située sur
sur ma berge de cours d'eau, elle évapotranspire, mais elle évapotranspire à partir de la réserve utile du sol. Et quand cette réserve utile du sol vient à diminuer, eh bien, en fait, malheureusement pour elle, elle ne peut pas se lever sur ses petites racines et aller se mettre au frais dans le cours d'eau. Elle va se mettre en stress hydrique et elle va réduire très, très fortement son évapotranspiration. Et donc, voilà pourquoi nous, dans le cadre de l'état des lieux, on ne prend pas en compte l'évapotranspiration d'une surface végétalisée équivalente au plan d'eau, puisque l'évapotranspiration d'une plante, elle sollicite la réserve utile du sol et non directement le cours d'eau, comme le fait l'évaporation. Évidemment, on est toujours dans le cas théorique que je vous ai présenté précédemment. Donc voilà pour ce point-là. Et enfin, le dernier, donc le débit sortant ne peut pas être supérieur au débit entrant, ça, on est d'accord là-dessus. Et si on considère là encore deux cas théoriques, deux plans d'eau de différentes tailles, mais qui auraient tous les deux un débit entrant équivalent d'1 litre par seconde, et ben, le plan d'eau de 10 hectares plus grand, pour ce plan d'eau, dans le cadre de l'état des lieux, on va calculer une évaporation égale à 5 litres par seconde. Et pour le plus petit plan d'eau, une évaporation égale à 1 litre par seconde. Donc, dans les deux cas, on va avoir rupture d'écoulement. Par contre, si on supprime un plan d'eau, ces plans d'eau, on va avoir dans tous les cas un retour de l'écoulement qui va être égal à 1 litre par seconde, puisqu'on ne peut pas avoir plus d'eau qui sort que d'eau qui rentre. Et là, on peut dire que finalement, au niveau du plus grand plan d'eau, on va avoir surestimé l'évaporation. Mais il faut avoir en tête qu'au niveau de ce plus grand plan d'eau, on va avoir rupture d'écoulement puisqu'on va évaporer le débit du cours d'eau, mais on va aussi évaporer la réserve qui va avoir été réalisée en période hivernale. Et donc, on va faire diminuer le niveau du plan d'eau. Et donc, au moment où l'évaporation va diminuer et qu'on va avoir davantage d'eau qui va rentrer dans le cours d'eau, il va falloir reconstituer ce volume et on va avoir un retard important au niveau de la reprise des écoulements qui impactera encore le milieu dans la durée. Et donc, c'est vrai que la méthode de calcul de la pression au niveau de l'état des lieux, elle majore l'impact, mais parce qu'elle intègre à la fois l'impact instantané sur le débit, mais aussi l'impact lié au retard de la reprise des écoulements. Par contre, c'est vrai que localement, en termes d'action, ça peut être intéressant dans des analyses locales d'utiliser cette hypothèse pour choisir un peu sur quel plan d'eau on va aller, on va diriger les actions prioritairement. Si l'objectif est vraiment de faire revenir le débit le plus rapidement dans le cours d'eau, peut-être qu'il sera plus facile d'agir sur des plans d'eau de plus petite superficie pour finalement un résultat en première approche équivalent, et puis travailler dans un second temps sur les plans d'eau les plus difficiles à supporter. Donc voilà pour les plans d'eau. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est qu'à l'échelle des bassins versants, leur impact, il est quand même fonction de beaucoup de choses, de la densité, des caractéristiques des plans d'eau, de leur gestion, et puis aussi de leur cumul, puisque les analyses montrent que l'impact cumulé des plans d'eau peut être supérieur à la somme des impacts individuels de chacun des plans d'eau. Donc, c'est vrai que la méthode de mesure de l'impact de l'interception des flux par les plans d'eau dans le cadre de l'état des lieux, elle est certainement imparfaite, par manque elle a été faite avec les données disponibles et surtout, elle est intégratrice à l'échelle du bassin de la diversité des objets plans d'eau et on a voulu considérer dans tous les cas la situation la plus impactante pour le milieu. J'espère que ça vous aura éclairé sur ces calculs. Donc, j'en reviens rapidement sur la pression de prélèvement ou pression sur l'hydrologie. La pression de prélèvement, ça va être du coup la somme de tous les prélèvements, de tous les débits consommés qu'on aura identifiés dans le cadre de l'état des lieux, donc ce qu'on peut voir comme débit consommé plus débit évaporé.
Et c'est cette pression de prélèvement rapportée au débit d'étiage qui nous permet de définir la pression sur l'hydrologie. Quand la pression de prélèvement est supérieure à 50% du débit d'étiage, dans le cadre de l'état des lieux, on considère qu'elle est donc significative, qu'elle engendre un risque de non-atteinte du bon état pour la masse d'eau concernée sur l'hydrologie. Les données, j'en viens donc aux données disponibles, les données que nous, on a utilisées dans l'état des lieux et qu'est-ce qui est disponible pour vous au niveau des études. Alors d'abord, les données de prélèvement brut par usage. Donc, il y a d'abord les données de la BNPE, mais il faut savoir que les données de la BNPE, elles peuvent être modifiées, notamment au niveau de la géolocalisation des points de prélèvement, puisque les points de prélèvement AEP sont situés au centroïde des communes pour des raisons Vigipirate. Et les données de prélèvement irrigation peuvent être aussi regroupées dans le cadre de la protection des données personnelles. Si vous voulez les données initiales, je dirais, de l'agence de l'eau avec les géolocalisations précises, elles peuvent vous être fournies par l'agence via la signature d'une convention de partage des données qui assure la protection des données personnelles contenues dans ces bases de données. Les débits de prélèvement calculés par usage dans le cadre de l'état des lieux, les débits d'évaporation, alors d'ailleurs je dis débit de prélèvement, mais vous avez compris que c'est les débits de consommés sur le milieu par usage, et les débits d'évaporation calculés sont disponibles également pour chaque masse d'eau sur le site SDAGE et SAGE de l'agence, accompagnés aussi des notes méthodologiques des pressions dans lesquelles vous retrouvez les différentes hypothèses que je vous ai présentées. Et je pense que maintenant que vous avez saisi toutes les hypothèses qu'on a utilisées, vous saurez utiliser ces données pour ce qu'elles sont et qu'elles pourront vous apporter des informations complémentaires dans le cadre de la réalisation de vos études. Voilà, je vous remercie de votre attention.